Bonjour, bonjour Isabelle. Bonjour On, s- Annie. on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de nos lives, nos podcasts et nous parlons, comme d'habitude, d'enjeux ressources humaines. Cette semaine, on s'intéresse particulièrement à l'aide qu'on peut offrir à un collègue qu'on perçoit être en difficulté. Donc ici, moi, je vais incarner le collègue qui est vraiment un collègue. Là. Je peux être le comptable, la réceptionniste du bureau. Isabelle, tu vas être la personne aux ressources humaines parce que nos rôles changent si nous sommes RH. Et on va aller voir comment je fais. J'ai l'impression que j'ai un collègue qui va moins bien. Là, à passer un moment un peu plus moton. Ça peut être, par exemple, des enjeux financiers, des enjeux avec les enfants. Ce n'est pas nécessairement un enjeu de santé mentale. Puis de l'autre côté, c'est pas mon ami, c'est mon collègue. La personne, elle ne m'a rien demandé, elle ne me demande pas d'aide, mais je me sens affectée, puis je devrais ça aider. Fait qu'on regarde comment est-ce que je peux naviguer une telle situation. Annie, Alors, juste une petite précision. Un collègue en difficulté, c'est en difficulté pour la sphère plus personnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui est en conflit avec d'autres personnes au travail. On n'aborde pas cette partie-là. on regarde plus une personne qui a l'air à filer un moton plus difficile, un moment plus difficile. Bien qu'effectivement, c'est un bon point, Isabelle, il y a des liens à faire. Si mon collègue me dit ah, j'ai un souci, il y a une nouvelle personne dans mon équipe, il y a peut-être des petites choses qu'on va pouvoir quand même reprendre. Parfait. Donc, je prends une petite seconde, Isabelle, pour nous présenter Annie Boilard et Isabelle, je voulais te permettre, donc Isabelle Toiti, tu fais partie de notre équipe permanente. Exactement. Donc, ce qu'on C'est va quoi les rechercher, signes? C'est quoi les signes, Annie? Un collègue en difficulté, c'est quoi les signes qu'on va voir? ouais, le gros mot, là, changement de comportement. Alors, on va observer un changement de comportement et on va regarder dans 4 sphères. La première, c'est la sphère psychologique. Donc, je vais observer que la personne, elle semble aller moins bien. La personne, mon collègue, est moins présent. Je vais voir là, qu'il y a des choses qui vont moins bien. Psychologique, je vais observer également que la personne a tendance à s'isoler, que la personne, elle a des mots, des propos plus négatifs. On n'y arrivera jamais, c'est trop difficile. Je vais sentir également que des fois, il y a plus d'impatience, quelque chose comme la mèche est plus courte. Tout ça, là, psychologique. Est-ce qu'une Un, dépression saisonnale, ça en fait partie? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont sujets avec la lumière, avec les saisons, en fonction des mois. Est-ce que c'est un peu dans cette catégorie-là? on pourrait s'apparenter à ça. Quand on parle de dépression, c'est des plus gros mots, là. Mais oui, on va observer, une espèce de morale morose un peu, OK. effectivement. Une bonne comparaison. Physique. La personne me dit, j'observe, elle a pris du poids, perdre du poids. Elle me dit être fatiguée, avoir des soucis de sommeil. Des fois, j'observe que la personne est cernée. J'observe, sa peau, c'est pas comme d'habitude. Donc, je vois des manifestations physiques. Il y a aussi le troisième, c'est des manifestations cognitives. Et celui-là, là, souvent, c'est le premier qu'on voit. Donc, la personne, elle me paraît mêlée. Des fois, elle fait des erreurs, elle oublie des choses importantes, elle refait 2 fois les tâches qu'elle a déjà faites. Je la vois prendre des notes, elle écrit tout. Elle se réfère plus souvent qu'habituellement à ses notes. Ça, là. La personne Tout est ailleurs. La personne est aussi peut être complètement la tête ailleurs. C'est ça, c'est ça. OK. Alors, celui-là, c'est souvent le premier qu'on va voir des signes cognitifs. Puis le dernier, c'est tout ce qui a trait au travail, c'est-à-dire la présence au travail, les retards au travail. Parfois, c'est pas l'absence, mais c'est le présentéisme, c'est-à-dire que la personne est là physiquement, mais elle n'est pas là dans sa tête, elle me fait répéter. On se rapproche des problèmes cognitifs dont nous parlions tantôt. Ou bien la personne qui reste beaucoup plus au travail parce qu'elle ne veut pas rentrer chez elle. Ça peut être Oui, ça également, cette oui, partie-là. oui. L'absence, la présence, tout ce qui est changement par rapport à d'habitude. Alors, ce qui se passe, c'est que si j'observe un signe, c'est déjà un indicateur, mais s'il y en a 2 et plus, là, c'est encore plus manifeste. Individuellement, ces signes-là, on sait tous que quelqu'un peut prendre ou perdre du poids pour d'autres raisons que parce que la personne a un petit moton On dans sa confirme vie. toutes, on confirme toutes. Mais quand tout ça, ça s'additionne, là, ça devient de plus en plus sérieux. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on fait? On s'en rend compte. Il y en a un ou 2 et on s'en rend compte. Ouais. Puis là, on se demande, suis-je légitime, pas légitime? Comme je disais tantôt, c'est mon collègue, c'est pas mon meilleur body, c'est pas mon ami. La personne ne m'a rien demandé.
La réponse est oui. Oui, comme collègue, je suis légitime de tendre la main, d'essayer d'avoir une discussion avec la personne. Là, tu disais, comment vais-je faire, Isabelle? La première chose, c'est que je vais le faire simplement en ouvrant la discussion. Puis là, la vie, c'est pas comme dans les films, là. Mais j'ouvre la discussion. J'essaie de cibler un moment, un endroit qui est un petit peu plus discret. Puis là, je peux voir mon collègue, puis je vais simplement lui nommer mes observations. Tantôt, on en a nommé 4 familles d'observations, qu'il y a quelque chose là-dedans qui se passe. Je vais simplement nommer les choses. Je prends un exemple inventé, Isabelle. Je vois Paul, puis Paul est plus mêlé ces temps-ci. Je vais lui dire, hey Paul, as-tu 2 minutes? J'observe, il me semble que tu n'es pas comme d'habitude. Il me semble que tu es plus distrait d'habitude. Il me semble que je t'ai vu oublier des affaires récemment. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je m'intéresse à toi. Humainement, là, ça m'interpelle. On peut-tu en parler? La magie, Annie, c'est que ça peut se faire aussi bien pour les personnes qui sont en télétravail que les personnes qui sont en présentiel. Donc prendre un début de réunion en one and one avec cette personne-là ou provoquer une réunion quand on est, sur une des plateformes Teams, Zoom ou quoi, c'est tout à fait faisable. Donc il n'y a pas l'excuse de la personne est à la maison pour ne pas le faire. Absolument. Absolument. Puis on reste ancré dans la bienveillance, tout simplement. Là, la discussion va avancer. Et c'est là que, tu sais, dans les films, c'est comme si la personne, elle nous dit tout le temps, ah oui, je cherchais justement un moment pour parler de mes états d'âme. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Donc, peut-être que Paul va me dire, ben non, tout est correct, oublie ça. Ou peut-être que Paul va me dire, hi, je savais pas que ça paraissait. Merci de me le dire. Mais non, c'est beau, je veux pas en parler. Puis des fois, Paul, il me dira pas, oui, je voulais justement en parler, mais il va commencer à parler. Notamment si je permets un silence dans la discussion. Des fois, Paul, il va refaire ses esprits, puis là, il va commencer à me parler. La technique du silence. Des fois, Paul, il va me dire, non, non, oublie ça, tout est correct. Puis 2, 3 jours après, tu sais, je croise Paul dans le corridor bien normal, là. Puis moi, je dis, hey, salut Paul, tu sais, comment vas-tu aujourd'hui? La première fois, on était dans un bon moment, un bon endroit. Là, Paul, il commence à me parler. Mais là, on est dans le milieu du corridor. Là, c'était pas comme ça, je l'avais prévu. Moi, c'était juste un petit bonjour, là, normal. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Des fois, ça se passe ainsi. Puis on va accueillir la personne. Bon, au besoin, on va dire, hey, il y a une salle de disponible, viens, on va prendre 2 minutes. Mais pas mettre trop sur le décorum. Ce qui est important, c'est l'humain qui est devant nous, qui est avec nous, puis c'est de rester dans la discussion avec la personne. Donc ça veut dire, Annie, qu'on a le droit de revenir vers ce sujet-là si l'inquiétude persiste. On a le droit de revenir vers une discussion, peut-être à un autre moment, peut-être à un autre endroit, peut-être avec d'autres phrases, etc. etc. C'est tout à fait possible. Oui. Puis, comme on disait tantôt, les moments où les choses qu'on observe, souvent, il y en a plus qu'un. Donc, une fois, j'ai pu dire à Paul, tu as l'air discret ces temps-ci. Mais la fois d'après, je peux lui dire, hey, Paul, tu sais, tu manges plus avec nous autres le midi. Tu sais, avant, tu mangeais tout le temps avec nous autres, on ne voit plus ce qui se passe avec toi. Tu sais, tantôt, on disait, hein, au niveau psychologique, l'isolement, c'est un des termes. Fait que parfois, c'est le genre de trucs que je vais observer, des changements dans les habitudes alimentaires, avec qui la personne mange, ne mange plus. C'est sûr que si je vois Paul manger seul dans sa voiture quelques fois par semaine, puis que jamais avant il ne faisait ça, là, Paul, ce qui se passe avec toi le midi, là, c'est l'idée. Est-ce que, Annie, j'ai le droit de partager mon inquiétude avec d'autres collègues en disant, ben, moi, j'ai l'impression que, mais et vous, dites-moi, est-ce qu'on a le droit d'aller dans ce partage ou bien c'est quelque chose que je garde pour moi et c'est juste dans ma relation avec le collègue en difficulté? Je peux définitivement parler aux autres, mais je fasse attention, je parle de moi. Hein, l'idée, c'est pas de partir des rumeurs en disant, ben voyons, Paul, il va pas ces temps-ci, il mange tout seul dans son char, tu sais, puis de partir des rumeurs. Mais l'idée, c'est, j'ai le droit de parler de, je suis préoccupée. J'ai observé qu'on voit plus Paul sur l'heure du dîner. Avez-vous observé ça? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, je peux parler de moi, mais sans pointer vers l'autre. Et je garde, Annie, je garde un petit peu cette réserve-là, je vais appeler ça une réserve, je garde un petit peu cette réserve-là auprès des collègues, pas auprès de la hiérarchie forcément.
Oui. Hey, Isabelle, on t'écoute. Comment tu le vois au niveau de la hiérarchie? Si c'est mon collègue, devrais-je en parler avec le patron de Paul? Bah, écoute, Annie, je te dirais que ça dépend déjà de combien il te signe. Si c'est juste un des signes et que c'est temporaire et que la personne t'a répondu qu'il était au courant, puis qu'il était en train de faire, ce qu'il fallait, tu sais, si c'est un des signes, il y a peut-être pas besoin. Si tout d'un coup, il y a beaucoup des signes et que c'est une très forte inquiétude, la partager, mais dans le sens, est-ce que toi aussi tu l'as observé avec le hiérarchique? Ça pourrait toujours être intéressant parce que ça permettrait peut-être que tout d'un coup, la relation entre le hiérarchique et l'employé, donc et le fameux collègue en difficulté, puisse être différent. Puis il y a des choses des fois que les responsables hiérarchiques ne voient pas et que les collègues voient. Donc des fois, d'avoir au moins un petit bout d'information pour qu'il y ait une conversation qui s'ouvre entre eux et que tout d'un coup, ben, on se dit, ben, on peut être plusieurs à l'aider, on peut être plusieurs à être là. Ça montre de l'accompagnement, ça montre de la bienveillance, ça montre de l'écoute aussi, puis ça montre qu'on est tous des humains, puis qu'on se préoccupe de l'autre. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention à comment on en parle, il faut faire attention, mais il faut surtout aller vers la case, as-tu remarqué toi aussi? Tu sais, faut être dans cette ouverture-là, sans faire la liste de tout ce qu'on a vu. Mais as-tu remarqué toi aussi? Ça peut toujours être, une bonne approche. Hey, Isabelle, je poursuis, je veux aider Paul. Puis là, j'ai commencé la discussion, hein. Tu sais, hey, Paul, tu sais, je disais tantôt, on ne te voit plus sur l'heure du dîner, tu n'étais pas de même avant. Je m'inquiète, hein. C'est le fun de casser la croûte avec toi le midi. Euh, Qu'est-ce qui se passe? On peut-tu en parler 2 minutes? Puis là, Paul, il commence à me parler. Fait que là, moi, il faut que je fasse quelque chose, là. Puis je ne suis pas nécessairement psychologue, fait que des fois, je suis un peu mal prise. C'est quoi mon rôle de collègue? D'abord, mon rôle à moi, ce ne sera jamais de régler le problème de Paul. T'sais, Paul, il va peut-être me dire, ben là, c'est la saison d'impôt qui arrive, je dois 5 000 pièces au gouvernement, ça me stresse. Ma job, c'est pas de trouver le 5 000 pour Paul, mais ma job, c'est d'aider Paul à naviguer là-dedans. Quel impact ça a sur toi? Est-ce que ça a une incidence sur ta vie familiale, ta vie professionnelle, ce stress-là? Quelles sont les ressources à ta disposition? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Est-ce que c'est la première fois que tu te retrouves dans une situation financière comme celle-là? Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi dans le passé? Qui est proche de toi qui pourrait t'aider là-dedans? As-tu déjà réfléchi peut-être à une entente avec le gouvernement? C'est ça. Donc, je vais aider Paul à trouver sa solution à travers des questions. C'est comme ça que je vais le supporter. Fait que ma job, ce ne sera jamais de régler le problème. Tu sais, si Paul me dit ça va pas bien, mon enfant à l'école ces temps-ci, je ne suis pas capable de m'entendre avec son professeur, je dis, fais-toi-en pas, je vais l'appeler, moi, le prof de ton enfant. Non, c'est pas ça ma job. Mais ma job, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois qu'il y a derrière ça? Si tu te mettais dans les souliers du professeur, qu'est-ce que tu penses qui est son point de vue derrière ça? Euh, comment toi, tu peux la soutenir? Comment vous pourriez ouvrir un dialogue par rapport à ça? C'est d'aider avec des questions bienveillantes. Donc c'est de l'écoute Oui. et une sorte de dialogue ouvert, parce que les réponses, c'est lui qui doit les trouver et que lui. C'est ça, c'est ça. C'est comme ça que moi, je vais aider. Puis, je vais essayer, parce qu'on n'est pas parfait, puis qu'on fait ça, on ne fait pas ça tous les jours. Là. Un collègue là, qui a des soucis, on le voit ça quelquefois dans notre carrière, mais fait qu'on n'a pas de temps de pratique. Fait que dans la mesure du possible, je vais essayer de ne pas tomber dans les pièges, bien que je vais faire preuve d'auto-bienveillance si ça m'arrive. Les pièges qu'on va vouloir éviter. Par exemple, parfois, on va utiliser des expressions lorsque nous parlons. Il est possible que Paul il me dise ben, c'est pas bien grave, là, mais là, c'est parce que je dois 5 000 pièces au gouvernement. Alors, Paul, c'est grave si tu dois 5 000 pièces au gouvernement? Non, c'est une expression. Tu sais, ce qui est important, c'est Paul. C'est pas si c'est important, c'est pas important. Là. Il faut que je me focus sur Paul. Fait, il faut que je surpasse des expressions comme ça que je peux entendre. Il y a aussi les pièges classiques de banaliser. Ben voyons, Paul, c'est juste 5 000 pièces par la fin du monde. Là, tu feras un peu de temps supplémentaire dans les prochains mois, puis ça va être correct. Si c'est important pour Paul, au point où ça a une incidence sur lui, puis que je le vois, c'est important. Ne pas banaliser. L'autre piège qu'on voit parfois, c'est qu'on va prendre la balle de parole vers nous. On veut que Paul se sente bien, fait que là, je vais dire
Ah, Paul, je te comprends. Hey, ça m'est arrivé moi aussi l'année passée. Et moi, c'était 5 000 pièces. Là, j'ai fait ça. Hein. Puis là, je pars. Tu sais. Je parle de moi. C'est Paul que je veux aider. Que je veux aider. Donc, Ça peut arriver souvent hein, de tomber dans ces pièges-là, parce qu'on est en réaction face à une situation, puis on veut être un peu sauveur. On sait qu'on ne doit pas être sauveur, mais on veut être un peu sauveur. c'est ça. C'est ça. Des fois aussi, je vais tomber dans l'espèce de juge, c'est-à-dire, ben voyons, comment tu as pu faire une dette de 5 000 pièces à l'impôt, tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Là, je suis un peu dans le jugement. Ça aussi, c'est pas utile. C'est pas grave ce qui s'est passé. Là, Paul, c'est maintenant vers le futur. C'est ça que je vais régler. Tes pièges sont tellement intéressants, Annie, parce qu'on visualise toutes et tous des situations où il y a ce genre de phrases-là qui pourraient sortir, et qu'il ne faut pas que ça sorte. Des fois, on le fait avec nos amis, de manière naturelle, à sortir ce genre de phrases-là. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus dans la retenue quand on va parler avec un collègue qu'on veut aider. Absolument. Puis si rien ne fonctionne, Isabelle, si j'ai l'impression que je suis malhabile, si j'ai pas l'impression d'avoir aidé ben, je peux toujours référer aux ressources humaines, au programme d'aide aux employés, rappeler à Paul que ce sont des ressources disponibles pour lui. Ça peut être... Mais Annie, les ressources humaines, ils vont être aussi dans l'écoute, ils vont être aussi dans l'empathie, ils vont être aussi dans le dialogue, ils vont être aussi à essayer de sortir des solutions et que ça soit lui qui sorte les solutions. Oui, il peut avoir un peu d'accommodement que les ressources humaines proposent, tu sais, il peut avoir plein de choses d'imaginer, mais en fait, les recettes des ressources humaines vont correspondre beaucoup à de l'écoute et de l'ouverture de discussion. Oui, oui, effectivement. Puis, il est possible que les ressources humaines soient plus enclins à se proposer à Paul d'en parler avec son patron, Oui. possiblement demander la permission d'en parler au patron de Paul, et là, on va être un petit peu plus dans notre terrain à nous, là, aux ressources humaines, alors que l'employé navigue avec plus de prudence là-dedans, effectivement. On espère juste qu'avec un bon management de proximité, ben, on espère juste que le supérieur hiérarchique s'en est rendu compte. On espère juste que les RH vont juste être dans l'accompagnement, mais pas dans la découverte auprès du supérieur. On espère. Si tous nos gestionnaires étaient comme ça devrait marcher dans ce sens-là. On espère. À Isabelle, comme mot de la fin, moi, à chaque fois que quelqu'un me demande, devrais-je pas dire quelque chose, c'est comme on disait, c'est un collègue, pas un ami, il m'a rien demandé. Je me rappelle toujours qu'on regrette jamais moins, on regrette jamais autant d'avoir tenté une ouverture de discussion, même si la porte se referme sur nous, que de n'avoir rien fait, alors, puis de se dire après d'avoir des regrets. Dans la vraie vie, là, c'est rare qu'on va dire à quelqu'un, tu sais, ben, de quoi tu te mêles, c'est mes affaires, fous-moi patience. Quand c'est ancré dans la bienveillance, c'est pas vrai que ça génère ce type de réponse-là. Donc, je dirais avancer sans crainte, si c'est vraiment pour aider quelqu'un, si on est vraiment préoccupé, une tentative, ça cause pas de soucis, mais l'inverse, par exemple, après, Le regretter. on peut regretter. Oui, Tendre la main vers l'autre, c'est aussi ça, vivre en communauté avec les autres. Être capable de tendre la main, être capable de lire les fameux diagnostics et les fameux signes que tu as pu dire, ben, ça devrait être, en chacun de nous. Chère Isabelle, merci beaucoup pour cette belle discussion. Plaisir. On espère hein, que ça donne des idées, des pistes aux gens qui nous écoutent. Donc, toujours avec Réseau Annie RH, c'est notre rendez-vous du mardi. Et l'idée, c'est toujours de se donner des outils pour collaborer ensemble ou pour, du point de vue ressources humaines, des outils concrets garnir notre coffre à outils. Bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt.